J'espère que vous passez un bon Hub Forum. Je m'appelle Abdel, je travaille au Hub Institute en tant que consultant en IA générative et en stratégie d'innovation. On voit souvent que les deux milieux se mélangent et aujourd'hui on va aborder donc le sujet d'IA générative sous l'angle de la productivité. Et vous allez voir que ce sujet de productivité, ce qui revient souvent en fait, ce sont des paradoxes. Donc on va commencer par le premier. Voilà, donc vous voyez, 53% des actifs français utilisent aujourd'hui l'IA au travail, mais seulement 10% des entreprises françaises de 10 salariés ou plus utilisent l'IA générative. Pourtant, on a des belles promesses. Okay, on a des équipes de dev qui ont 26% de tâches complétées en plus sur le même temps alloué. On a un service client qui développe des agents qui sont capables de prendre de répondre à 40% de clients en plus. On a des équipes de comptabilité qui gagnent 7 jours et demi sur leur clôture mensuelle. Et enfin, on a des services publics chez nos amis de l'autre côté de la Manche qui gagnent en moyenne 2 semaines par an. Mais en réalité, vous allez voir que ces promesses, ces réalités même, elles ne sont pas équitables pour tous. Elles sont plutôt partagées, et elles sont partagées, comme le détail BCG dans son étude de 2025, en 4 segments principaux. Les 2 premiers, qu'on regroupe sous la casquette des retardataires, ils les appellent donc stagnating et emerging. Stagnating, c'est les entreprises qui ne font encore pas grand-chose. Pour qui l'IA générative, ce n'est pas vraiment un sujet. Donc, ils ne se sont pas vraiment intéressés à la techno, il n'y a pas d'actions qui ont été prises, il y a un manque de capacité fondamentale en termes de compétences et de ressources, et ils ne génèrent aucune valeur avec ça. Donc, cette année, ils sont environ 14% par rapport à 25% en 2024. Okay, donc, on a une chute. Deuxième catégorie, c'est le groupe majoritaire, et ce sont les acteurs émergents. Donc, ce sont les acteurs qui ont identifié le potentiel de l'IA générative, qui ont lancé des POC, qui ont pris des solutions pour leurs salariés, mais qui ont encore du mal à passer à l'échelle. Ils ont encore du mal à générer de la valeur, ou en tout cas à la mesurer. Troisième créneau, on a les entreprises qui sont en scale. Okay, donc les emerging, vous voyez, 46-49%, on n'a pas trop bougé. En scale, on passe de 22% à 35%. Donc c'est tous les emergers de l'année dernière qui sont en train de passer à cet état de scale. Donc ils ont lancé leur prototype, ils ont identifié la valeur, ils ont commencé à industrialiser ça. Donc chez eux, on retrouve une stratégie IA qui est ancrée, qui est évolutive en fonction des technologies, et ils passent doucement à l'échelle. Et enfin, on a une minorité de 5% qui sont nommés les future built, okay, les acteurs qui sont construits par et pour le futur. Donc c'est chez ces acteurs-là, on voit qu'il y a beaucoup de valeur ajoutée. On voit qu'ils ont reconstruit pas mal de workflows. On voit qu'ils ont intégré l'IA générative d'une manière beaucoup plus complexe et complète dans leur process. Et on voit que derrière, les chiffres récompensent. Et on a 1,7 fois la croissance du chiffre d'affaires par rapport à des entreprises comparables, 3,6 fois plus de retour sur les investissements pour les actionnaires, 2,7 fois plus de retour sur les capitaux investis, la marge EBIT pareil, et plus de 3 fois plus de brevets, encore une fois, sur les entreprises comparables. Okay, donc, si vous voulez aller visiter les études, on a toutes les sources en bas, vous recevrez les supports, elles sont vraiment intéressantes, je vous conseille d'aller voir. Mais donc, comment ça se fait? Après tout, aujourd'hui, tout le monde a accès à ChatGPT, tout le monde a accès à Copilot, on a tous accès au dernier modèle qui vient de sortir, mais comment ça se fait qu'à secteur égal, à fonction égale, on a ces différences-là? Parce que quelque chose a été prouvé cette année, c'est que ce n'est plus la faute des IA. D'accord ?
On a testé les modèles, on voit qu'ils sont aujourd'hui techniquement capables d'accomplir une grande majorité des tâches économiquement intéressantes dans le monde professionnel. Ici, je vous ai mis un petit graphique que j'aime beaucoup. Il suit, alors c'est un peu compliqué à expliquer, mais il suit les tâches que l'IA est capable de faire, enfin qu'un modèle en particulier est capable de faire en fonction du temps que ça prendrait à un humain de le faire. Donc au début, ChatGPT, GPT-2, GPT-3 étaient capables de faire des tâches qui me prenaient 30 secondes. Trouver un synonyme, corriger une faute de frappe. Et petit à petit, on voit que ça évolue. 2024, l'exponentielle commence et on commence à approcher 1 heure. Là, sur le graphique, vous voyez que GPT-5, en un seul prompt, est capable, sur certaines tâches, de vous faire gagner à peu près 2 heures de temps. Sur ce graphique, si on trace la courbe, on est à un doublement tous les 7 mois. C'est-à-dire que tous les 7 mois, cette durée-là va doubler. Donc là, on est à 2 heures, dans 7 mois, on sera à 4 heures, et dans 7 mois, on sera à 8 heures. Ce qui veut dire que dans à peu près 1 an, on aura une journée de travail par prompt. En réalité, c'est un peu pire. Claude 4.5 Sonnet, qui est sorti la semaine dernière, est capable de coder pendant 30 heures d'affilée. Donc même cette exponentielle n'est pas encore assez raide par rapport à la réalité qu'on voit aujourd'hui. Donc les modèles rattrapent le retard. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on demande l'avis des experts? Si on demande l'avis de forecasters économiques, on est à peu près 30 à 40% de gains de productivité. Si on demande à des experts en machine learning, pareil. Si on demande à des développeurs leur avis avant d'avoir utilisé l'IA, ils sont voilà, 20 à 30%. Après avoir utilisé l'IA, ils ne changent pas d'avis. Par contre, quand on vient mesurer, eh bien, on est à 20% de temps perdu. Okay. Encore un autre paradoxe. Harvard Business Review s'est penché sur le sujet et a trouvé le symptôme et l'a appelé work slop. Okay. Donc, vous le savez, aujourd'hui, on est capable de générer des images, on est capable de générer des vidéos, des musiques à tout bout de champ, et ce qui fait que sur les réseaux, on est inondé de contenu à très faible valeur ajoutée. Un slop, c'est la tambouille, c'est ce qui coûte pas cher en quantité et on n'en veut pas. Donc on se retrouve avec cette AI slop. Eh bien, dans le milieu professionnel, c'est la même chose. Okay, on se retrouve avec du work slop. C'est ce collègue qui va se dire « Ah oui, non mais un anti-moustique associé à un déodorant 2 en 1, ça sera la prochaine licorne de l'année. » D'accord ? C'est ce qu'on retrouve derrière ces idées qui semblent bonnes, qui sont mises en forme de la bonne façon, mais qui ne sont pas vraiment valorisables et au contraire sur lesquelles on va perdre du temps à aller corriger derrière. Et donc, ce qu'on voit réellement chez les entreprises qui ont 40% de taux de productivité sur certaines tâches, ce n'est pas qu'elles ont choisi ChatGPT ou Claude. Okay, ce n'est pas le modèle, ce n'est pas la technologie qui est importante. On voit que la plupart des modèles aujourd'hui sont assez fiables. Le premier indicateur sur la capacité à gagner en productivité, sur 25 attributs mesurés, donc ça compte la formation des équipes, leur background technique, ça compte plein d'indicateurs différents. Le premier parmi ceux-là, c'est la refonte des workflows. Vous pouvez équiper vos équipes, vous pouvez leur apprendre à prompter, c'est très bien, ça vous met dans cette classe d'émergents, mais par contre, pour commencer à scaler, il faut réfléchir à l'intégration de l'IA générative dans le workflow. Là, aujourd'hui, la plupart des acteurs, on va avoir une décomposition des workflows, identifier les points de douleur, identifier les points de friction et essayer de trouver les endroits où on peut intégrer de l'IA générative pour y répondre. Okay, donc on va utiliser l'IA générative un peu sous forme de rustine. Ce qu'on voit chez les acteurs qui sont dans les 2 dernières catégories, de scaler et de future build, c'est cette refonte entière de workflow. Partir de zéro, comprendre précisément aujourd'hui ce dont est capable la technologie, et à partir de là, voir jusqu'à où on peut aller. Ça sera sûrement pas complet, et là on peut intégrer le human in the loop, là on peut intégrer les humains là où il faut, que ce soit par besoin de compétences, parce que les IA ne sont pas encore au niveau sur certains sujets, ou que ce soit juste sur une notion de risque, sur une notion de gouvernance, sur un maintien d'un minimum de contrôle. Et sur les entreprises, donc avec peu de résultats, eh bien, on va les équiper de ChatGPT, on va les équiper de Copilot, on va les équiper de peu importe, et on va juste attendre que la magie opère. On n'a pas de réflexion à l'échelle du workflow, on n'a pas de mesure. D'accord ?
Donc maintenant, si on s'intéresse un peu à la France, vous voyez que déjà, on a du retard. 10% des entreprises françaises contre 13% à l'échelle de l'Union européenne. Une autre grosse différence, c'est sur les sujets que les entreprises, en tout cas sur les activités des entreprises qui sont aujourd'hui actives sur l'IA générative. On voit que bon, l'information, la communication, les activités spécialisées techniques, il y a de l'engagement, mais par contre sur les autres activités, eh bien, on a très très peu d'adoption. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, ce qui marche vraiment, en tout cas ces prochaines étapes pour commencer à aller chercher cette fameuse productivité, eh bien, on a plusieurs pistes. Donc, on vous a mis quelques exemples ici. Par exemple, bon, je veux avoir des sorties fiables. Je veux éviter le work slop. Donc c'est mon problème. J'ai du work slop, j'ai des hallucinations. Ça demande à mon équipe de passer beaucoup de temps en retravail derrière. Eh bien, je vais travailler sur des prompts normés. Je vais travailler sur la création d'une bibliothèque de style très précise par rapport à ma charte, à ma ligne éditoriale et autres. En métrique de suivi, eh bien, on peut avoir le pourcentage de réponses qui sont sourcées sur mes informations, on peut avoir le taux de correction, et surtout, on peut avoir le temps de revue. À quel point est-ce qu'il faut que je passe du temps à vérifier cette tâche qui sort et ce résultat à la fin. Donc la performance des modèles uniquement, ce n'est pas votre indicateur principal, mais c'est surtout ces coûts cachés qui sont derrière. Si on prend, je veux avoir un flux redessiné, pareil, eh bien, on va reprendre les tâches, on va reprendre les outils, on a des goulots d'étranglement ailleurs, et bien pour ça, on va remapper les process, etc. Tac. Donc en réalité, si on revient aux premières promesses, et si on regarde ce qui se cache derrière, eh bien on voit que les chiffres peuvent être trompeurs. Sur les 26% de tâches complétées en plus pour les équipes de dev, eh bien, ce sont surtout des tâches aujourd'hui qui sont assignées aux juniors. C'est un peu une forme de U, c'est-à-dire que les juniors vont gagner beaucoup de temps. Les experts moyens, bon, ils vont être capables de faire le même travail plus ou moins rapidement, donc on n'a pas autant de valeur ajoutée. Et ça remonte au niveau des experts parce qu'eux sont capables d'aller pousser l'IA dans ses retranchements, trouver exactement là où ces modèles d'horizon peuvent briller et donc regagner de la valeur comme ça. Sur le service client, en réalité, c'est des agents derrière qui sont capables, grâce à une base de données bien construite, grâce à des scripts guidés, du human loop là où il faut, de pouvoir gagner ces 40% de production. On le voit, hein, pour ceux d'entre vous qui ont vu le live de OpenAI derrière, là, la prochaine révolution, enfin leur dernière annonce, c'est public aujourd'hui, c'est ce fameux Agent Builder. C'est ce créateur de workflow où certes je peux intégrer les LLM, mais les LLM ne sont pas tout. C'est l'intégration du LLM qui va jouer. Donc, on a parlé des capacités, mais il faut aussi parler des prix. Le seul prix à suivre, ce n'est pas le prix du token. Et là-dessus, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On a une citation qu'on entend souvent dans la Silicon Valley, c'est « Intelligence too cheap to meter ». De l'intelligence si peu chère qu'il est difficile à mesurer. Si vous prenez à performance égale les modèles de cette année, ils sont 100 fois moins chers que ceux de l'année dernière. Imaginez ça avec votre téléphone, vous comprenez l'impact. Et ça continue d'année en année. Donc le coût de l'intelligence est en train de chuter. Mais par contre, il y a d'autres coûts qui se cachent derrière. Vous avez les coûts de vérification pour les process qui sont à haut risque. Et vous avez les coûts d'orchestration aussi. Donc le coût de refonte de ces workflows, le coût des tests et d'autres coûts d'adoption. Et donc on peut s'amuser à essayer de les cartographier, hein, à identifier les processus avec une haute exigence, un haut prix, token compris, et une nécessité de vérification. Et donc déjà ça permet de cartographier comment est-ce qu'on va aborder ces différents process. Au sujet de la réglementation, on vous invite fortement à aller regarder les travaux de la CNIL qui ont créé une adaptation de la RGPD, mais sur le sujet de l'IA. Au final, on n'a pas beaucoup de surprises non plus. Hein. On voit qu'il y a une base légale qui reste très similaire. On voit qu'il y a le droit des personnes à être informées, le minimum d'informations pour pouvoir proposer notre service qui est retenu, la sécurité par conception, bien sûr, des informations utilisateurs, et la surveillance et la traçabilité.
Ils ont bien avancé là-dessus et encore une fois, pas beaucoup de surprises. On le sait bien que c'est assez terrifiant de regarder le contraste réglementaire par rapport aux autres écosystèmes et à celui européen, mais il se trouve qu'il avance assez vite, ou en tout cas qu'il est possible de calquer les travaux existants sur les quelques différences que l'IA générative apporte. Donc pour synthétiser tout ça, ce qu'on voit cette année, c'est 3 bascules majeures. On a la première bascule de l'agentique. On ne va pas uniquement aller chercher de l'information, aller chercher des résultats avec les LLM. Ils sont maintenant assez accessibles, assez puissants, assez fiables pour aller chercher de l'action. On va avoir un CAPEX massif qui a déjà été investi. On est à 3 000 milliards cette année sur le sujet de l'IA. Et ce qui justifie derrière cette tendance à diviser les coûts par 100, parce qu'on a des investissements qui sont à la fois en termes d'infrastructure et à la fois en termes d'optimisation des IA en train de nous rapporter ces gains d'efficience. Et à la fin, on a donc ces déploiements à grande échelle sous la forme de workflow, où on ne va pas juste équiper les équipiers, les collaborateurs, mais vraiment réfléchir à un workflow à l'échelle de toute l'entreprise. On le voit avec Goldman Sachs et Moderna. On a plein d'exemples comme ça, où on va intégrer tout ça à l'échelle de l'entreprise. Ici, on a une petite vidéo qui nous vient de la part de Lindy, qui essaye d'imager un peu ce monde où on a des workflows parfaits, des agents partout. Employees and businesses across the world are discovering that they suddenly have a lot of free time on their hands. And everyone is asking, who is Lindy? You gotta come see this. What the hell are you doing? Lindy automated all our daily tasks. Let me have a shot. Do your worst, coward. Why the hell don't we have Lindy? Voilà, donc la publicité s'appelle « On n'a tué que 3 stagiaires pour faire cette pub ». Mais elle pose des vraies questions. Elle pose des vraies questions. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a tous ces workflows? Où est-ce qu'il faut donc intégrer cette ressource humaine? Et d'autres questions aujourd'hui que les COMEX commencent à se poser de plus en plus et sur lesquelles on les accompagne. Où est-ce que les coûts vont se cacher? Quel process est-ce que je dois prioriser? Est-ce que je dois intégrer l'IA générative là où je peux l'intégrer? Ou au contraire, est-ce que je dois mettre à niveau les autres processus qui sont aujourd'hui incompatibles pour qu'ils le deviennent? Donc plein de sujets à se poser avant juste d'attendre la récolte de l'IA générative. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, si vous avez des retours, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On fait ça au quotidien et on serait ravis de vous accompagner.